Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2794 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 3 février avec des anniversaires. Et tout d'abord le nouveau défenseur de Tottenham, Radu Dragusin, donc le joueur roumain fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Enzo Lefebvre, le joueur de l'équipe de Rennes, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Par exemple Emmanuel Emega, donc un joueur de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on commence tout d'abord avec la Coupe d'Afrique des Nations et hier deux quarts de finale. Tout d'abord la RDC contre la Guinée et c'est la République démocratique du Congo qui se qualifie pour les demi-finales de cette CAN avec une victoire 3-1. Donc les trois buteurs, Mbamba, le défenseur de l'Olympique de Marseille, Wissa et Masuaku contre un but de Mohamed Bayo, le joueur du Havre. Donc voilà, félicitations bien sûr à la RDC qui se qualifie, qui accède tout simplement au dernier carré de cette CAN. Donc les statistiques de la partie, donc la Guinée a eu plus de possession de balles. Mais les tirs ont été plus côté RDC, mais ce qui est important, c'est les tirs cadrés, parce que tu peux tirer plein de fois, mais voilà, il faut quand même cadrer. Donc 3 tirs cadrés pour les deux équipes, la RDC ultra efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts, 0 arrêt du gardien guinéen. Donc voilà, félicitations à la RDC qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir la joie bien sûr des supporters de la RDC, voilà, les supporters congolais bien sûr qui étaient présents en nombre à Abidjan pour cette rencontre hier. Voilà quelques photos dans les tribunes et bien sûr aussi les joueurs qui étaient très satisfaits et très contents après cette victoire. Félicitations à eux. Et Chancel Mbamba, il est défenseur, mais c'est un défenseur buteur ce joueur. Donc Mbamba buteur avec la RDC. Il a quand même marqué son 7e but de la saison. Pour un défenseur central, c'est quand même exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. En plus, on sait que c'est pas que cette saison, c'est aussi les années précédentes où il est souvent buteur. Donc magnifique joueur ce défenseur central. Quel joueur quand même pour l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas qu'il est arrivé quand même libre. Gratuitement du côté de l'OM. Et Chancel Mbamba au micro de Bein Sport, il a dit on savait que ça allait pas être facile, on a travaillé notre match, on a fait de la vidéo des matchs de la Guinée et on savait qu'on le ferait parce qu'on croyait en nous, grâce à Dieu on l'a fait. Yohan Wissa, c'est mon gars, je savais qu'il allait marquer son penalty, il a travaillé ça à l'entraînement, je lui ai seulement envoyé de la force, donc merci aux Congolais, merci à vous, on l'a fait, personne ne croyait en nous, mais la bataille n'est pas terminée, on va continuer à travailler, le prochain match va être très difficile, le plus important c'est qu'on soit là. Donc déjà je pense que la CAN est réussie pour la RDC, atteindre le dernier carré, les demi-finales. Je pense que bien sûr pour eux c'était peut-être un objectif, peut-être même déjà d'accéder au quart de finale, donc la demi-finale, pourquoi pas aller au bout et pourquoi pas gagner cette Coupe d'Afrique des Nations pour la RDC, c'est totalement jouable. Le meilleur joueur du match c'est lui, c'est officiel, c'est Yohan Wissa qui a été élu homme du match, il a été buteur Wissa, donc félicitations à l'attaquant de la RDC. Et on va féliciter aussi le sélectionneur, les gars, donc, qui s'appelle Sébastien Desabré et il fait du taf énorme du côté de cette sélection. Et il a dit, ce n'est pas la CAN des surprises, c'est la CAN du travail. Donc voilà, pour lui, c'est pas une surprise que sa sélection accède aux demi-finales parce qu'il dit que la RDC, c'est une sélection redoutable et qui mérite totalement. C'est vrai, quand tu arrives en demi-finale, après avoir battu plein d'équipes précédemment, donc oui, tu mérites bien sûr ta place dans le dernier carré. Et l'humilité, mon cher, donc la story de Théo Bongonda, donc un joueur de la RDC sur la déclaration d'avant-match de Kaba Diawara. Tiens, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'avais dit que le coach de l'équipe de la Guinée, il avait dit ça avant le match, il a dit donc demain, donc c'était la veille du match, nous renvoyons la RDC à la maison parce que nous ne sommes pas encore prêts à faire nos valises. Donc voilà, le joueur de la RDC a repris bien sûr le message, il lui a dit l'humilité mon cher, parce que tu as envoyé un pic sur notre équipe et on t'a éliminé tout simplement lors de ce quart de finale. Et Kaba Diawara toujours avec lui, mais cette fois-ci après le match, donc après l'élimination de son équipe, donc il a dit on savait qu'on était une équipe jeune, qu'on apprenait, mais là on apprend à vitesse grand V, le projet c'est de rajeunir la sélection, ces jeunes-là on peut vraiment bâtir dessus. On n'a pas de chance parce que Serhou Guirassy était blessé quasi toute la CAN, mais il sera là l'année prochaine. Donc voilà, c'est quand même, je trouve comme une réussite pour la Guinée. Bon, ça ils accèdent pas aux demi-finales, mais ils ont fait bien sûr une magnifique compétition. Donc félicitations pour leur parcours. Lukaku, tiens, l'attaquant belge de l'équipe de l'AS Roma, il a mis un petit message. Donc vraiment content. Donc Lukaku qui partage la joie congolaise après la qualification en demi-finale de cette sélection. Et du coup la RDC, ça sera qui leur adversaire en demi-finale? Donc ça sera soit la Côte d'Ivoire, soit
le Mali. Le match c'est aujourd'hui, on connaîtra bien sûr l'affiche des demi-finales tout à l'heure. Il y avait un autre quart de finale hier, le Nigeria contre Angola, et c'est Nigeria qui s'est imposé 1-0. Et Lookman, il a déjà été buteur, même quelques buts déjà lors de cette CAN. Il a été buteur en quart de finale, l'unique but du match, et du coup qualification pour le Nigeria qui se qualifie pour les demi-finales. Donc les statistiques de la partie, donc là aussi pas énormément de tirs cadrés, 3 tirs cadrés pour le Nigeria, 1 but, 2 tirs cadrés pour le Angola, 0 but. Donc voilà, ça s'est joué à rien, ça aurait pu tourner en faveur des Angolais, ça a tourné en faveur des Nigérians du coup qui se qualifient pour les demi-finales. Et c'est que c'est une redoutable équipe, cette équipe du Nigeria, parce que les stats sont là et ça ment pas. Donc le Nigeria, c'est 16 demi-finales en 20 participations de CAN, donc ils sont souvent dans le dernier carré. La preuve encore cette saison, c'est quand même énorme, 16 fois en demi-finale sur 20 participations. C'est quand même un sacré ratio pour cette équipe du Nigeria. On peut voir la joie bien sûr des joueurs. Tiens, Lookman qui a été buteur lors de cette rencontre. Le maillot est magnifique aussi pour cette sélection du Nigeria. Donc félicitations à eux. Et aussi les gars, ce joueur, les gars, il est en train de réaliser une énorme CAN. C'est vrai qu'il n'a pas marqué hier. C'est Lookman. Voilà, il était annoncé. On attendait beaucoup de lui vu que c'était. C'est le ballon d'or africain. On parle de Victor Osimhen. Il est en train de nous réaliser bien sûr une grande compétition. L'attaquant de Naples qui devrait quitter Naples en fin de saison, les gars, certainement pour aller. Je pense qu'il ira du côté de Chelsea. Bref, pour revenir les gars sur le Nigeria. Donc Nigeria surcoté, défense catastrophique parce qu'on annonçait. Il y a des personnes qui disaient que le Nigeria c'était seulement l'attaque. Ils avaient une grosse attaque mais pas de défense. Mais pour l'instant, les gars, c'est 4 clean sheets en 5 matchs et c'est qualifié en demi-finale de la CAN. Voilà, qui disaient c'est surcoté, ça va rien faire à la CAN. Pour l'instant, ils sont dans le dernier carré. Cette équipe du Nigeria est pour moi, c'est quasiment peut-être les favoris pour remporter cette compétition. Donc le tableau final, donc là, il est pratiquement tout rempli. Donc on ajoute le Nigeria et la RDC en demi-finale. Donc maintenant, il reste 2 équipes pour accéder bien sûr aux demi-finales. Donc c'est simple, soit Cap-Vert, soit Afrique du Sud, et soit ça sera Mali, soit Côte d'Ivoire. Donc les rencontres c'est aujourd'hui. Donc tout d'abord à 18h Mali, Côte d'Ivoire, et 3 heures après à 21h le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud. Et voilà, on connaîtra bien sûr les 2 demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Toujours avec cette CAN, donc cette CAN, elle est déjà très relevée, parce qu'on sait qu'elle est déjà magnifique avec pas mal de spectacles, et aussi il y a eu beaucoup de buts et c'est historique. La CAN de cette année a désormais vu le plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire du tournoi, 105 buts, et avant les quarts de finale, avant les matchs hier il y a eu, donc il y a eu 3-1, donc ça fait 4 buts et 1-0, donc ça fait 5 buts en plus. Donc avant les matchs hier, on est déjà un record de 105 buts inscrits lors de la CAN et c'était jamais arrivé. Donc voilà, on peut déjà rajouter encore 5 buts de plus. Donc maintenant on a 110 buts inscrits lors de cette CAN avant les matchs bien sûr du jour. Toujours avec cette CAN, il y a une petite info de plus, que j'ai des infos également sur d'autres sélections. Voilà, par exemple une équipe qui est éliminée comme le Sénégal, et on peut voir que l'arbitre n'avait pas été super bon et la CAF les gars a décidé d'écarter pour le reste de la compétition les arbitres et l'équipe VAR qui était en charge de Côte d'Ivoire Sénégal. Ils n'arbitreront plus dans le tournoi, c'est fini pour eux. Un petit rappel les gars, donc plusieurs polémiques ont lieu durant ce match, notamment un potentiel carton rouge pour Sadio Mané. Mané les gars, il a fait un énorme tacle quasiment sur pas non plus au genou, mais c'est vraiment sous le tibia, c'était rouge direct. Il n'a pas pris rouge, il a pris jaune. Donc là déjà c'était un gros point d'interrogation. Et aussi un potentiel penalty sur Ismaïla Sarr. Normalement il y aurait dû avoir un penalty sur Sarr, sur une faute d'un joueur de la Côte d'Ivoire qui n'a pas été sifflé. Donc voilà, les arbitres ont fait n'importe quoi. Ils n'arbitreront plus pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler aussi de Walid Regragui. Et pourtant il avait annoncé que s'il n'atteignait pas les demi-finales de cette CAN, il allait partir de lui-même. Il avait dit ça après la Coupe du Monde 2022. Et malgré l'élimination précoce à la CAN, Walid Regragui va rester à la tête de la sélection du Maroc. En gros, il revient sur ce qu'il avait dit avant, puis du coup il souhaite continuer avec la sélection marocaine. C'est pas encore officiel, mais bon, s'il y a des rumeurs comme ça, c'est que il devrait rester. Je pense que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Maroc. Peut-être qu'il y en a qui attendaient un autre entraîneur pour amener peut-être un nouveau cycle, je sais pas. Mais voilà, il devrait rester un Walid Regragui. Et toujours les gars, avec une sélection, cette fois-ci c'est la fédération ghanéenne, tente d'arracher les services de Kobe Mainoo, qu'on a parlé beaucoup hier pour ceux qui ont suivi l'épisode. On a dit un Wolverhampton Manchester United 4-3. Il a été le buteur côté Manchester United, le buteur du 4-3. Donc ce joueur les gars, il a la double nationalité sportive, il peut jouer avec l'Angleterre mais aussi avec le Ghana, et la fédération ghanéenne souhaiterait tout simplement bien sûr qu'il rejoigne l'équipe du Ghana pour le futur. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire les gars sur la CAN. On se retrouvera demain bien sûr pour parler des matchs du jour. On continue, on va parler aussi de la Coupe d'Asie parce qu'hier il y avait les deux premiers quarts de finale. Et tout d'abord pour moi c'était la plus grosse affiche, l'Australie contre la Corée du Sud, un match totalement fou. Donc l'Australie menait 1-0 jusqu'à la 95e minute de jeu et ils sont fait revenir juste avant à la fin du match. Donc à partout, Chang Hee les gars était buteur, donc 96e minute de jeu, donc du coup
égalité parfaite, un partout, du coup prolongation. Et prolongation, Sögminson qui a marqué un magnifique but sur coup franc direct. Et, donc voilà, du coup, la Corée se qualifie. Mais c'est fou, ce qu'ils ont, ils ont encore passé de justesse à l'élimination. Et c'est pas la première fois. Donc tiens, les stats, si ça vous intéresse. J'aime bien vous les montrer à chaque fois les stats pour voir vraiment qui a dominé tout ça. Donc là, les tirs, la possession 73 quand même pour la Corée, 9 tirs pour la Corée. Donc voilà, ils ont failli prendre un hold-up, mais ils se qualifient quand même. Et pour dire les gars qu'à chaque fois, ils passent de justesse, comme la Corée. En huitième de finale, la même chose, ils perdaient 1-0, 1-0 ou je ne sais plus combien ils perdaient, bref ils perdaient, ils ont égalisé à la 99e minute de jeu face à l'Arabie Saoudite, donc du coup ils étaient allés en prolongation, tir au but, on sait qu'ils ont gagné la séance de tir au but, ça a été la même chose hier, ils gagnaient, ils perdaient 1-0, puis ils égalisent en toute fin de match, 96e pour envoyer l'Australie en prolongation et les battre en prolongation, donc à chaque fois ça passe quand même pour la Corée, mais c'est à chaque fois in extremis on peut dire. Et le but de Hugminson, le but du 2-1, le but en prolongation, magnifique but, donc déjà regardez c'est un coup franc, c'était pratiquement penalty, bon ça s'est joué à rien, bon bref coup franc, mais pour Hugminson c'était comme si c'était un penalty parce qu'il a marqué directement, donc voilà, le gardien n'a rien pu faire, donc elle est partie quasiment pleine lucarne, et du coup ça fait but. Pourtant des fois c'est compliqué quand le coup franc est même trop près, voilà, parce que là tu peux pas être plus près, après c'est un penalty, on est d'accord, donc voilà, pour Hugminson pas de souci, bien sûr, avec ce magnifique but, son équipe s'est imposée et du coup se qualifie pour les demi-finales. Félicitations à eux, regardez la célébration qu'il a fait, Hugminson après son but victorieux. Donc c'est le capitaine, il a répondu également présent bien sûr pour cette rencontre. Et côté australien, grosse déception, il gagnait 1-0, j'ai dit il restait une poignée de secondes et ils se font égaliser, ils perdent le match après, donc on peut voir la détresse bien sûr des joueurs de l'Australie après cette élimination. Et il y avait un autre match les gars, un autre quart de finale, le Tadjikistan contre la Jordanie, et c'est la Jordanie qui s'est imposée 1-0, donc les stats sont quasiment pareils, 2 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est la Jordanie qui a été qui a une meilleure finition on va dire que le Tadjikistan. Du coup la Jordanie se qualifie pour la première fois de son histoire en demi-finale d'une Coupe d'Asie. Félicitations à eux. Bon, je sais même pas si je connais un joueur de cette équipe, mais voilà, on parle de toutes les compètes. Donc félicitations à eux, donc ils accèdent aux demi-finales. Bien sûr, c'est une Coupe d'Asie totalement réussie. Jamais ils avaient atteint les demi-finales. Donc voilà, c'est historique pour eux. Et quand en demi-finale, t'inspires bien sûr à atteindre la finale et pourquoi pas gagner la compète. Ils peuvent le faire. Voilà, quand en demi-finale, bien sûr, tu peux aller au bout et gagner cette Coupe d'Asie. Aujourd'hui au programme, Iran-Japon, 12h30, et le Qatar contre l'Ouzbékistan à 16h30. Voilà, ça, c'est les deux derniers quarts de finale. Et après, on connaîtra bien sûr les deux affiches des deux demi-finales. On continue, on va revenir nous en Europe et on va parler du Paris Saint-Germain en Ligue 1 parce que hier le PSG jouait du côté de Strasbourg. Donc le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1. Donc Mbappé, Marco Asensio ont été les deux buteurs côté PSG. Donc Bakwa a marqué un but côté strasbourgeois, mais ça n'a pas suffi pour se faire revenir. Ils ont fait à peu près quasiment le même scénario, attention, parce que le PSG en fin de match, on a l'impression qu'ils ont failli se faire égaliser. Ils avaient déjà subi ça contre Brest, ils menaient 2-0, ils se sont fait revenir à 2 partout. C'était pas loin de revenir à Strasbourg en fin de match, mais bon, voilà, le PSG s'impose et c'est bien ça le plus important. Donc le PSG n'a pas fait un énorme match. Voilà, j'ai regardé le match, c'est vrai que c'est quand même inquiétant les gars. Maintenant on a J-11 du match, on est le 3, donc le 14, c'est le match contre la Real Sociedad, et c'est vrai, ce que propose le PSG, voilà, c'est plutôt moyen, en espérant que ça va passer en LDC. Bref, donc 9 tirs, 5 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts, donc l'équipe de Strasbourg, c'est moins de possession, mais c'est plus de tirs, 20 tirs, c'est le double par rapport au PSG, c'est 8 tirs cadrés. Non, c'est pas le double, mais 3 tirs cadrés de plus que le PSG, mais seulement un but marqué. Il y a quand même 7 arrêts de Donnarumma. Donnarumma, c'est vrai des fois il fait n'importe quoi à un match, ou soit des fois il fait des masterclass. Hier, il nous a fait un énorme match, Donnarumma. S'il n'aurait pas été là, certainement le PSG aurait perdu. N'aurait pas gagné, peut-être un nul, voire une défaite, on ne sait pas. Mais voilà, Donnarumma a fait un match monstrueux. Un succès difficile, je dis à J-11 de cette rencontre de Ligue des Champions. C'est quand même plutôt inquiétant, je trouve. Déjà la semaine dernière, ils se sont fait revenir contre Brest. Là, ils gagnent, mais bon, c'était dans la douleur. Après, on sait que Strasbourg, de toute façon, domicile, c'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas. Mbappé a été buteur, donc son 20e but déjà en Ligue 1. C'est quand même exceptionnel au mois de février. 20 buts, jamais il avait atteint ce total-là de 20 buts. Sitôt dans une saison, Kylian Mbappé. C'est quand même incroyable. Bref, donc Mbappé devient le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts lors de 4 saisons consécutives en Ligue 1 depuis Jean-Pierre Papin en 88-89 et 91-92. Félicitations à Kylian. Et Kylian Mbappé devient le premier joueur à inscrire 20 buts après 20 journées de Ligue 1 depuis Josip Skoblar en 70-71. Et un petit rappel, Mbappé, les gars, il n'avait pas joué le premier match de la saison. Et le deuxième match contre Toulouse, je crois qu'il était rentré à la mi-temps, un truc comme ça, parce qu'il avait été puni, souvenez-vous, en début de saison. Donc voilà, on a pour ajouter
rajouter peut-être un match de plus pour Mbappé, peut-être qu'il aurait marqué encore plus de buts. Mais voilà, c'est déjà exceptionnel hein, ce qu'il fait. Comme d'habitude, c'est pour ça que c'est un très grand joueur, c'est parce qu'il est régulier. Donc son but hier, bon, c'est quand même une boulette du gardien de Strasbourg. Je sais pas, il prend son temps, il tire, puis ça compte sur Asensio, puis il n'y a plus personne dans les buts, puis Mbappé marque. Mais il était là au bon endroit au bon moment, puis ça fait un but de plus pour Mbappé. À noter que Kylian a eu un penalty. Il ne l'a pas marqué parce que le gardien de Strasbourg l'a arrêté. Et c'est vrai qu'Mbappé, dans les pénaltys, on se souvient en Coupe du Monde, hein, heureusement il les avait marqués en finale, tout ça, même dans la compète. Mais c'est vrai que sur ces 12 derniers pénaltys, il en a raté 4. Hein, c'est-à-dire qu'il en a loupé 1 sur 3 sur ces 12 derniers. Donc voilà. Qu'il a un peu de mal à marquer. Donc il était cadré hein, son penalty, il n'y a pas de souci, mais c'est le gardien de Strasbourg qui l'a enlevé. Et c'est vrai que l'histoire est belle. Hein, donc propulsé gardien numéro 1 de Strasbourg, donc hier soir après le départ précipité de Mats Sels, hein, vous savez, le capitaine, une légende hein, du côté de Strasbourg, j'ai dit dans les dernières heures du mercato, il a rejoint Nottingham Forest. Hein, pour moi c'était quand même un gros coup dur pour Strasbourg. Du coup il fallait mettre un nouveau gardien et c'est sa doublure. Hein, donc Ala Bellarouche. Donc stop, un penalty de Kylian Mbappé au bout de 6 minutes de jeu. Hein, donc il a commencé parfaitement, il n'avait jamais joué en Ligue 1. Premier match en Ligue 1, 6 minutes de jeu, il arrête déjà un penalty de Mbappé. Bon, après, quelques minutes après, c'est qu'il a fait une énorme boulette. Hein, il prend son temps pour dégager, ça compte Asensio, puis ça fait but juste après. C'est vrai, mais bon, il a arrêté quand même un penalty. Donc voilà, concernant ce gardien marocain de l'équipe du Racing Club de Strasbourg. Et Vieira, le coach, il a dit on a fait le maximum, mais ça n'a pas suffi. Hein, donc il a dit que son équipe, enfin Strasbourg a tout donné, mais voilà, ça n'a pas suffi à gêner. Le Paris Saint-Germain, et tiens, si vous voulez avoir les notes, hein, si vous avez regardé le match, par exemple, les notes des joueurs, hein, côté strasbourgeois et côté Paris Saint-Germain. Donc Donnarumma une note de 7, hein, l'une des plus hautes notes, hein, parce que bien sûr il est exceptionnel, un peu à mal d'arrêt. Zaire aussi, gros match. Asensio, hein, Asensio les gars, il fait vraiment des... Asensio c'est un but et une passe D. Hein, sur le but de Mbappé, bon, c'est lui qui fait la passe D, bon, c'est un but, passe D peut-être pas volontaire parce que le ballon est contré. Mbappé aussi c'est buteur et passeur D, parce que c'est Mbappé qui fait la passe D pour le but de Marco Asensio. Donc voilà toutes les notes les gars de ce Strasbourg Paris Saint-Germain. Le programme du week-end, donc aujourd'hui il y a Rennes-Montpellier à 17h et Nantes-Lens ce soir à 21h, 2 matchs de Ligue 1. Et demain, c'est les matchs hein, comme d'habitude à 13h, à 15h, 17h et 20h45 avec l'Olympico demain entre Lyon et l'équipe de Marseille. Il y avait aussi une journée de national hier, la 19e journée, on peut voir tous les résultats. Avec par exemple une belle affiche, un Sochaux Red Star, il y a eu 2 partout. Un Sochaux menait 2-0, Red Star est revenu à 2 partout. Donc concernant le classement, Niort, hein, tiens, deuxième les gars, conforte sa deuxième place avec une victoire 4-0 à Villefranche. Donc le classement, donc Red Star en tête, Niort deuxième et après il y a Martigues, Sochaux et Nancy à la 5e position. Du côté de l'Espagne, il y avait une rencontre hier, Bilbao contre Mallorca et c'est Bilbao qui s'est imposé 4-0. Donc parfait pour eux avant de jouer là, tiens, dans quelques jours. La Coupe du Roi en demi-finale parce qu'ils sont qualifiés, on sait qu'ils avaient éliminé le Barça en quart de finale, donc ils ont totalement dominé le match, une victoire logique des Basques. Hein. Donc le programme aujourd'hui, Valence-Almeria, Grenade-Las Palmas, le Barça ira défier l'équipe de Alaves tout à l'heure à 18h30 et ce soir, belle affiche. Hein. Gérone, deuxième actuellement de la Liga, reçoit la Real Sociedad qui affrontera le PSG dans 11 jours, donc vraiment c'est une belle affiche hein, du côté de la Liga. Concernant le Real Madrid, affrontera l'Atlético Madrid, ça sera demain soir à 21h. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, Heidenheim contre Dortmund, rien à dire, hein. 0-0, 0 tir cadré hein, pour Heidenheim, donc Dortmund 5 tirs cadrés, mais ils n'ont pas réussi à battre le gardien adverse et du coup ça fait un partage des points. Le Bayern Munich aujourd'hui joue contre Gladbach, Leverkusen le leader se déplace du côté de Darmstadt ou par exemple, je sais pas, Stuttgart ira défier l'équipe de Fribourg. Leipzig eux ils joueront, sont pas là, ils joueront plutôt demain. Lecce contre la Fiorentina en Italie, il y avait un match hier, Lecce s'est imposé 3-2, un coup dur hein, quand même pour la Fiorentina, donc félicitations à Lecce. Le programme aujourd'hui en Italie en belle affiche, tiens, enfin en grosse équipe, surtout l'AC Milan ira se défier l'équipe de Frosinone, sinon que ça soit l'Inter, que ça soit la Juve, tout ça, ça jouera demain dimanche. Du côté de la Première Ligue, il n'y avait pas de match avancé hier, ça commence aujourd'hui samedi les rencontres, donc tout d'abord avec un Everton Tottenham à 13h30. Ensuite, il y aura Brighton, Crystal Palace, Burnley, Fulham, Newcastle contre Luton Town et Sheffield United contre Aston Villa, 18h30 concernant les autres équipes, hein, que ce soit Arsenal, Liverpool, Manchester United ou même Manchester City, ça jouera tout ça demain dimanche. Du côté de la Ligue 2, il y a une journée aujourd'hui, hein, tiens, Saint-Etienne ira défier l'équipe de Dunkerque tout à l'heure à 15h. Et après, c'est le multiplex à 19h avec Laval qui reçoit l'équipe de Quevilly. Auxerre, hein, qui est premier, tiens, ira défier l'équipe de Pau. Et un beau 3 Bordeaux, hein, une belle affiche, hein, des équipes qui étaient en Ligue 1 encore, il y a encore quelques années. On continue les gars, on va parler de quelque chose. Tiens, officiel, Saïd Benrahma quitte West Ham et s'engage à Lyon sous forme de prêt avec option d'achat. Mais pourquoi tu dis ça hier? En plus, c'était la deuxième partie de mon titre, je l'ai dit que ça avait capoté son transfert et du coup ça c'est quand même fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc alors que le transfert avait été annoncé comme annulé, donc
c'était pas possible en gros. Après que West Ham ait envoyé les documents trop tard, Saïd Benrahma rejoint finalement bien les rangs de Lyon après l'appel du club auprès de la FIFA, parce que Lyon a envoyé un appel, ils ont appelé la FIFA pour dire voilà, si c'était possible, hein, c'est une question de minutes, et la FIFA leur a dit oui, c'est possible, la FIFA a approuvé, donc c'est-à-dire a accepté la demande de Lyon pour le transfert de Benrahma, même si c'était pas dans, peut-être ça arrivait à minuit 10, peut-être les dossiers, alors qu'il fallait que ça soit avant minuit, donc la FIFA a accepté, ils ont pas fait, ils ont été sapins on va dire, et du coup ça c'est fait, voilà. Benrahma est bien un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais grâce à la FIFA qui a accepté bien sûr le transfert, sinon ça n'aurait pas été possible, donc voilà, ça sera c'est le nouveau numéro 17 du côté de Lyon, donc il est prêté avec option d'achat à l'équipe de Lyon, donc le mercato hivernal de dingue quand même de Lyon, ils ont quand même envoyé des millions. On sait qu'il avait dit à John Textor avant le mercato, il avait dit qu'on va beaucoup recruter sur ce mercato pour essayer de remettre Lyon sur le bon rail, parce qu'on sait que Lyon est actuellement 16e de Ligue 1. Et il l'a dit et il l'a fait. Donc Adrielson, donc c'est un défenseur 3 millions. Lucas Perry, c'est un gardien 3 millions. Malik Fofana, pépite belge 15 millions. Orban 13 millions. Matic 3 millions. Mangala, donc c'est un prêt payant 10 millions d'euros plus une option d'achat de 15 millions d'euros. Donc ça monte à 25 millions d'euros si le transfert, on va dire, se fait en fin de saison. Et Benrahma, donc c'est un prêt payant de 6 millions d'euros. Donc là, Lyon va payer 6 millions d'euros à l'équipe de West Ham pour l'avoir en prêt jusqu'à la fin de saison. Et après, il y aura une option d'achat de 15 millions d'euros l'été prochain. Donc Lyon est le club européen qui a le plus dépensé son argent cet hiver. Sur toutes les équipes, les gars, en Europe, c'est Lyon qui a investi le plus d'argent devant les clubs anglais. Donc voilà, pour vous dire qu'ils ont investi beaucoup. Près de 90 millions d'euros quand même, Lyon, ils ont engagé. Si on prend ça tout en compte, et voilà, Benrahma, bien sûr, c'est 15 plus 6, parce que c'est un prêt payant de 6 plus 15, l'option d'achat. Donc si elle est levée en fin de saison, donc ça monte à plus de 90 millions d'euros, ce qu'a déboursé Lyon sur ce mercato. Donc voilà, il n'y a aucune autre équipe, les gars, qui a dépensé plus que l'Olympique Lyonnais sur ce mercato. Maintenant, on va voir ce que ça a donné. C'est bien de recruter les joueurs. Maintenant, on attend les résultats du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour revenir sur Saïd Benrahma, les 4 dernières saisons de Saïd Benrahma, nouvelle recrue lyonnaise en première ligue avec du bon ou du moins bon. Donc en 2020-2021, donc c'était 30 matchs, 1 but, 6 passes D. Donc là c'était quand même plutôt léger. Là il a fait une belle saison, 2021-2022, 32 matchs, 8 buts, 6 passes D, là pas mal. La saison d'après aussi pas mal, 6 buts et 3 passes D. Et puis là, cette saison, ça a été compliqué. En première partie de saison, il a joué 13 matchs, 0 but, 1 passe D. En espérant que Lyon soit le club qui va réussir à se relancer. Je crois qu'il a évolué en Ligue 1, si je ne me trompe pas, Benrahma avant. À Nice, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a déjà joué en Ligue 1. Mais je crois que ça doit être Nice, son ancien club. Bref, Benrahma devrait jouer son premier match face à Lille. Il ne jouera pas le match. Demain, il y a Lyon contre l'équipe de Marseille. Je ne crois pas qu'il sera enregistré, ou même s'il est enregistré, je ne pense pas qu'il jouera. Normalement, les gars, ils devraient jouer le match contre Lille, dans quelques jours en Coupe de France, où Lyon veut gagner bien sûr cette Coupe de France pour se qualifier. Pourquoi pas en Coupe européenne, parce que par rapport au championnat, c'est compliqué d'accrocher l'Europa League, ou même l'Europa Conference League, quand on voit leur classement actuel. Et Benrahma avec sa maman, c'est vrai que sa maman le suit partout. Donc là, c'est une photo quand il a signé du côté de Lyon. Elle était là aussi quand il avait signé du côté de West Ham, et elle était là également quand il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, bien sûr, avec la sélection algérienne. On continue avec aussi un transfert qui avait capoté, mais ce fait, c'est officiel. Pablo Fornals quitte West Ham et rejoint le Real Betis. Donc West Ham, pareil. West Ham, vous n'avez pas envoyé les documents à temps pour Benrahma, mais aussi pour ce joueur, les gars, Fornals. Et du coup, c'est fait. Même histoire que pour Saïd Benrahma, le club anglais avait envoyé les papiers trop tardivement. Mais un appel du Real Betis, pareil. Ils ont fait comme Lyon. Ils ont appelé la FIFA. Du coup, vu que la FIFA a accepté pour Lyon, ils allaient accepter aussi pour ce joueur-là. Et voilà, donc ce joueur rejoint l'équipe du Betis Séville officiel. C'est un joueur espagnol, donc voilà, concernant ce Pablo Fornals. Officiel également, Serge Aurier signe à Galatasaray, c'était pas encore officiel quand je l'ai dit hier, ça y est, c'est fait. Donc en gros, il remplace tout simplement Sacha Boué, qui a quitté l'équipe de Galatasaray pour rejoindre le Bayern Munich. Il n'y a plus de défenseur droit. Du coup, là, c'est Serge Aurier qui actuellement qui joue la CAN, il joue aujourd'hui. C'est le capitaine en plus de la Côte d'Ivoire qui va affronter là dans quelques heures le Mali. Lui aussi, les gars, je l'avais dit hier, c'était très chaud. Ça y est, c'est fait. Officiel libre depuis son départ de Lyon le 30 juin dernier. Ça faisait quasiment au moins 8 mois qu'il n'avait pas joué. Bref, Jérôme Boateng s'engage avec la Salernitana, qui est 20e sur 20, voilà, dernier lanterne rouge de la Serie A. Donc un club pour essayer de le relancer. Le défenseur est champion du monde allemand, bien sûr, en 2014. Officiel, Nabil Alioui quitte le Havre et s'engage avec Adana Demirspor en Turquie. Un bon joueur, il a marqué quelques buts cette saison du côté du Havre. Voilà, il débarque du côté du championnat turc, un contrat de 3 ans et demi. Officiel également, le jour de ses 18 ans, donc c'était hier exactement, parce
qu'on a parlé que c'était son anniversaire, Bergvall, hein, donc signe à Tottenham pour 10 millions d'euros plus bonus. Vous dites, mais c'est qui ce joueur? C'est un joueur en gros que le Barça voulait absolument. Il était même venu avec sa famille dans les installations du FC Barcelone. Hein. Tiens, il y a 3-4 jours. Et du coup, il fait volte-face, il signe pour Barça et rejoint officiellement l'équipe de Tottenham. Donc voilà, c'est officiel. On lui souhaite bonne chance hein, du côté de cette équipe des Spurs. Officiel, Nicolas Kozza, 25 ans, est prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Nantes. Concernant ce joueur. Hein. Rakitic, hein, on sait, il a quitté l'équipe de Séville à peu près plus de 330 matchs à peu près joués. Hein. Donc voilà, sous ses nouvelles couleurs d'Al-Shabaab parce qu'il a été présenté à cette nouvelle équipe saoudienne. Donc il sera le nouveau coéquipier de Romain Saïs, Yannick Ferreira Carrasco ou encore Habib Diallo, l'attaquant sénégalais. Officiel, Vanderson prolonge avec Monaco jusqu'en 2028. Un très bon défenseur, c'est le défenseur droit. Oui, il y a droite, un défenseur droit de Monaco qui était pisté, je me souviens l'été dernier par le FC Barcelone, hein, qui cherche un latéral droit. Du coup, ils ont pris Cancelo. Donc on peut voir qu'il prolonge du côté de Monaco. Après, c'est pas qu'il prolonge, hein, qui restera à coup sûr, mais c'est-à-dire que son prix va augmenter. Des nouvelles de Karim Benzema, c'est officiel. Benzema sera de retour à l'entraînement ce lundi avec Al Ittihad parce qu'il était exclu depuis, je sais pas combien, 2-3 semaines. Parce qu'il avait, c'est pas qu'il avait séché, mais c'est qu'il était bloqué à l'île de la Réunion parce qu'il y avait des cyclones, il pouvait pas prendre l'avion parce qu'il n'y avait pas d'avion qui pouvait décoller. Et du coup, son équipe avait repris l'entraînement et il pouvait pas venir parce qu'il était bloqué, je dis à l'île de la Réunion. Donc du coup, il avait été écarté, il était revenu après à Ittihad et Gallardo, le coach, ne l'avait pas accepté, il s'entraînait à part. Et là, il va reprendre l'entraînement collectif avec son club lundi. Plutôt une bonne nouvelle hein, pour Benzema qui reste voilà, bien sûr dans son équipe, même si on a entendu beaucoup de rumeurs de départ. On verra l'été prochain, c'est vrai que l'été prochain on verra hein, ce qui va être décidé concernant KB9. L'OGC Nice étudie la possibilité de vendre Youssef Attal dans les championnats ayant encore leur marché encore ouvert. C'est vrai qu'en France, en Angleterre, en Italie, tout ça c'est fermé. Il y a des championnats, par exemple le championnat saoudien, le championnat turc hein, ou même le championnat du Qatar, les gars, c'est encore ouvert le mercato. C'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de quelques joueurs, tiens, des joueurs comme lui, les gars qui va qui va comment dire, en Turquie ou comme Serge Aurier qui va à Galatasaray parce que c'est encore ouvert le mercato turc pendant encore quelques jours là. Donc c'est pour ça que Youssef Attal pourrait être transféré potentiellement dans un de ces championnats là. Le bon message d'Hugo Ekitike pour le Paris Saint-Germain, on sait, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a rejoint l'équipe de Francfort, hein, c'est après avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai porté ce maillot et toutes les émotions que j'ai éprouvées durant mon passage ici. Je vous souhaite tout le meilleur. Allez Paris, voilà le message qu'il a pu mettre, son message d'adieu. Bon après ça se peut qu'il revienne à Paris, parce que si Francfort ne lève pas l'option d'achat avant le 30 juin prochain, il reviendra au Paris Saint-Germain pour à partir de la saison prochaine. Toujours tiens, sur ce mercato, les clubs de première ligue ont dépensé environ 121 millions d'euros lors de ce mercato hivernal. Ce sont les plus faibles dépenses des clubs anglais depuis janvier 2012, 70 millions d'euros. C'est vrai que là on se dit, est-ce qu'ils ont beaucoup recruté? Non, pas trop. On sait que souvent en Angleterre les gars ça recrute à tout va. Mais là vraiment cet hiver ils ont été très très calmes à 121 millions d'euros. Il faut remonter à 2012 pour voir un montant plus bas. Parce qu'avant c'était beaucoup plus que 121, même si on est en hiver. Bon bref, les trois plus gros transferts, donc Radu Dragusin qui fête son anniversaire aujourd'hui, 22 ans, donc on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Wharton et Echeverry, voilà les trois plus gros transferts du côté du championnat de Première Ligue. A noter que 121 millions d'euros pour tous les clubs de Première Ligue, alors que Lyon, c'est 90 millions d'euros. Ainsi, les options d'achat sont levées en fin de saison. Alors là, pour montrer que Lyon, bien sûr, a été très très actif sur ce mercato, si on compare bien sûr avec tous les autres clubs anglais. On continue, on va parler tiens, du joueur Arturo Vidal et on tient la présentation du siècle. Arturo Vidal a été présenté la nuit dernière aux fans de Colo-Colo pour son retour au pays à 36 ans. Il fait son retour dans un club au Chili. Donc il est arrivé en hélicoptère sur la pelouse avant d'être promené à cheval pour être présenté. Donc là vraiment c'est une présentation en grande pompe on peut dire pour Arturo Vidal. Donc déjà il est arrivé, voilà, hélicoptère qui a atterri en plein milieu du terrain. Puis après un tour du terrain sur un cheval, voilà pour Arturo Vidal. Pour son retour à Colo-Colo, son club où il a commencé sa carrière de footballeur. Quand Jude Bellingham se déplace à l'extérieur, il fait attention à ne pas marcher sur le logo adverse en guise de respect. Donc là, c'était lors du dernier match contre l'équipe de Retafe. Ils ont gagné 2-0, doublé de Joselu. Il y avait l'écusson. Et donc, il arrivait plein devant l'écusson. Mais il a bien contourné l'écusson voilà, pour ne pas marcher dessus, pour ne pas manquer de respect à cette équipe de Retafe. Et toujours avec Jude Bellingham, on a appris aujourd'hui que la Liga va déployer un lecteur labial. Donc, ça veut dire quelqu'un qui sait lire sur les lèvres. Bon, il n'entend pas. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui parle et il va savoir ce qu'il dit en gros. Pourquoi? Pour décider si Jude Bellingham a qualifié Mason Greenwood de
violeur en gros, voilà, durant Retafe Real Madrid, donc c'était avant-hier soir. Retafe a déjà fait une requête dans le rapport du match avec les termes présumés du milieu du Real Madrid, hein. Donc il risquerait une suspension de 10 matchs, Jude Bellingham, parce qu'il aurait dit à Mason Greenwood, donc le mot que j'ai dit juste avant, on peut le revoir là. Donc pour rappel, en 2022, Greenwood avait été au cœur d'une affaire de viol, hein, ainsi que des coups et des blessures envers une jeune femme. Donc voilà ce qu'il aurait dit. Bon, c'est pour ça que quelqu'un, là, la Liga va déployer quelqu'un qui sait lire sur les lèvres pour voir vraiment s'il a dit ça. Et s'il a dit ça, il pourrait prendre beaucoup de matchs de suspension. Jude Bellingham sur Greenwood, donc on verra. N'oubliez pas que les deux sont des joueurs anglais, donc ils se connaissent bien sûr les deux. Bref, on continue avec le Real. Donc Aurélien Tchouaméni a reçu donc avant-hier son 5e carton jaune de la saison. Il sera donc suspendu pour affronter l'Atlético Madrid. Donc pas de Milito, pas de Alaba, pas de Tchouaméni. Parce que Tchouaméni est suspendu et lui aura pu dépanner en défense centrale. Et concernant Rudiger incertain, et même peut-être forfait, parce que Rudiger, qui est sorti sur blessure lors du match avant-hier, il souffre d'une grave ecchymose et qui l'empêche de presque de bouger. Donc voilà, le match est demain contre l'Atlético Madrid et s'il a du mal à bouger, et demain il y a un match hyper important contre l'Atlético qui a battu quand même 2 fois le Real Madrid cette saison. C'est vrai que le Real, l'Atlético, ils se sont affrontés 3 fois. L'Atlético a gagné quand même 2 fois contre le Real, les 2 défaites du Real Madrid cette saison. Bref, Rudiger pourrait être forfait. Du coup, qui va être en défense? Ça pourrait être soit, il y a 2 alternatives, soit Mendy, Ferland Mendy, défenseur central, ou soit Dani Carvajal, avec Nacho qui sera sûr titulaire. Donc soit là, Carvajal ou soit Mendy en défense centrale voilà, pour ce match demain. Si bien sûr Rudiger ne peut pas jouer, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours, enfin prochaines heures, parce que le match est demain. Et toujours avec le Real. Donc le Real publie un teaser pour une annonce qui questionnait beaucoup de supporters. Vous avez mis un message, on a un truc à vous dire, tout ça. Et en gros, c'est quoi? C'est un nouveau partenariat pour le Real Madrid. Donc aujourd'hui, on a la réponse. Il s'agit d'un nouveau partenariat entre le Real Madrid et l'entreprise HP, qui est une entreprise, je crois, d'imprimants. Je crois que c'est ça, bref. Donc HP, les gars, va payer quand même 70 millions d'euros par an au Real Madrid pour être sur la manche du Real Madrid. Donc voilà, maintenant le Real Madrid vont jouer avec un maillot comme ça et avec un sponsor HP. Donc c'est simple, c'est la première fois de l'histoire que le Real Madrid portera un sponsor sur les manches. Il y a déjà le sponsor Nike et Mirette Flybetter, mais jamais sur les manches. Il y avait des fois les cuissons de la Ligue des Champions, tout ça, mais là il y aura HP maintenant. Tiens, dès demain normalement il sera là, parce qu'il paye très cher. Mirette Flybetter aussi paye 70 millions d'euros comme HP, et Adidas, je crois, il paye plus de 120 millions d'euros sur le maillot par an, je vous parle. Donc voilà, le Real Madrid finance, c'est des grosses rentrées d'argent, et voilà, comme avec HP c'est aussi une grosse rentrée d'argent. Et toujours avec le Real, donc demain c'est contre l'Atlético. Et Giuliano Timone, donc le fils de Diego Simone, donc le coach de l'Atlético, parle de son envie d'un jour jouer pour l'Atlético Madrid. Il a dit: mon rêve est de jouer pour l'Atlético Madrid depuis que je suis petit. J'allais au Calderón, donc le Vicente Calderón, l'ancien stade avant le Wanda Metropolitano. Donc récupérer des ballons, il était déjà ramasseur de balles à l'époque. Regarder les joueurs, voir à quoi ressemblait le vestiaire. C'est un rêve que je dois réaliser et j'espère qu'il se réalisera. Donc pour l'instant, on peut voir, je sais pas quel âge il a, regardez son fils. C'est rien, peut-être 14-15 ans, je sais pas, voilà, quand je vois comme ça, c'était son âge que je lui donnerais. Donc actuellement dans le centre de formation de l'Atlético, et son rêve, c'est d'intégrer tout simplement l'équipe première, et pourquoi pas être entraîné par son papa, son père. Ça fait quand même depuis 2011 quand même qu'il est entraîneur de l'Atlético, ça fait quand même plus de 13 ans. C'est quand même exceptionnel. Le Stade de France finalement plus à vendre, parce que le Stade de France est à vendre. Même le PSG avait réfléchi pour acheter le Stade de France pour que l'équipe du Paris Saint-Germain joue dans le Stade de France, vu que la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc au club du Paris Saint-Germain, et du coup c'est fini les gars, le Stade de France n'est plus à vendre. Voilà. Petite info concernant ce stade. Et on finit les gars aujourd'hui avec la Super League. Donc Juan Laporta, le président du FC Barcelone, il a dit la Super League pourrait démarrer dès la saison prochaine. Donc selon lui, 16 ou 18 équipes pourraient y participer. Donc il a dit la Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-2026, donc dans 2 ans on verra. Il a dit outre le Barça et Madrid, on sait déjà ces 2 clubs, Barça et Real, 2 clubs qui veulent faire bien sûr cette Super League. Il dit qu'il y a aussi des autres équipes, donc il y a des Italiens comme l'Inter Milan, Naples, l'Inter, l'AC Milan, Naples et l'AS Roma aussi qui seraient OK pour jouer cette Super League. Il a dit qu'il y a aussi des équipes françaises comme l'Olympique de Marseille, l'OM serait intéressé, pas du PSG. Il y a aussi 3 équipes portugaises, le Sporting, le Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises, donc l'Ajax, le Feyenoord et le PSV, et les équipes belges de Bruges et d'Anderlecht. Il serait préférable d'avoir une compétition à 16 équipes. Donc là, à peu près, ça doit faire à peu près 15-16 équipes. En gros, ces 16 équipes-là pourraient être dans la
première édition de la Super League, d'après Juan Laporta. C'est ce qu'il a dit officiellement de ses propres mots. Et du côté de Marseille, parce qu'il a quand même mentionné Marseille qui était intéressé, hein. Donc ce matin, Laporta annonçait que l'OM avait donné son accord pour rejoindre la Super League, parce qu'on peut voir qu'il y a le nom de Marseille, là, ce qu'il a dit, le président du Barça. Sauf que la réalité est visiblement tout autre, hein. L'OM dément fermement. Donc Longoria a déjà publié publiquement le 21 décembre dernier que la position du club n'a pas changé. En gros, hein, le président de l'OM a aussi déclaré sur la question de la Super League et l'OM, je tiens à nier complètement. Hein. Donc même si Laporta il dit que Marseille ils acceptent tout, Longoria qui est quand même le président de l'OM, il dit il a déjà sorti un communiqué le 21 décembre, il confirme en gros que Marseille non n'est pas intéressé par la Super League, mais plutôt eux ils veulent jouer les compétitions UEFA, donc la Ligue des Champions, on va voir l'Europa League. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une bonne journée de football, parce qu'aujourd'hui, hein, vous savez, il y a beaucoup de matchs, on en a parlé tout à l'heure. Et voilà, allez, bonne journée à vous et à demain.